information sur l'appel à manifestation d'intérêt innovation dans la forme scolaire que nous vous proposons ce matin, qui durera environ 1 heure. Et je vous précise en introduction que le webinaire, la session est enregistrée, donc elle sera supervue à l'issue. Je vous demanderai également, s'il vous plaît, de bien vouloir couper vos micros lorsque vous ne prenez pas la parole pour éviter les petits bruits de fond. Et sans plus attendre, donc, je vais passer la parole au ministère et au secrétaire général pour l'investissement. Très rapidement, en ordre du jour, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Donc, on va avoir un premier temps très rapide de présentation à 3 voix. Très rapidement, on vous laissera la parole pour poser vos questions et je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous présenter avant de poser votre question pour qu'on puisse garder une trace de l'origine des questions. Merci beaucoup et sans transition, donc, je passe la parole à Olivier Vandard, du secrétaire général pour l'investissement, pour une présentation très rapide. Merci Rose, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce temps d'échange concernant un appel à manifestation d'intérêt qui est particulièrement, on va dire, nouveau. Nouveau et peut-être atypique. Atypique par la taille des moyens mobilisés, 250 millions d'euros. C'est pas tous les jours que ça arrive. C'est un appel à manifestation d'intérêt qui est dédié à la question, aux questions qui concernent évidemment le ministère de l'Éducation nationale et de ses partenaires. Nouveau aussi parce qu'on a envie, au-delà de tout ce qu'on va se dire sur les attendus, les objectifs, le périmètre, les acteurs, d'avoir une communauté qui s'établit, qui se construit de lauréats, de consortiums partout sur le territoire, pour montrer qu'on peut faire l'école autrement, dans l'intérêt évidemment des élèves et de leurs familles. Donc on a là une opportunité rare et je remercie infiniment évidemment le ministère de l'Éducation nationale d'avoir pu s'engager dans cette voie, dans cette ligne de crête qui est de dire comment on peut imaginer l'école de demain. C'est pas simple, un ministère qui est capable de pouvoir faire ce pas de côté et d'imaginer d'autres fonctionnements qui existent depuis maintenant fort longtemps. Je trouve ça extrêmement courageux et ambitieux. Donc merci au ministère et puis merci à tous également de pouvoir s'engager sur une réponse d'appel à projet. L'éducation nationale a une petite histoire avec les programmes d'investissement d'avenir, une histoire qui est celle des internats, qui est celle des campus des métiers et qualifications, qui est celle des pôles pilotes, qui est celle des établissements de services. Donc un appel à projet d'innovation structurelle, où on a souhaité à la fois des projets territoriaux. Il ne s'agit pas de soutenir une initiative dans une école, un collège, un lycée ou un petit territoire. On veut vraiment qu'il y ait une dimension transformante du territoire qui va chercher les consortiums qui incluent l'ensemble des parties prenantes de l'école, qui crée des communautés et qui doit s'appuyer sur la recherche parce qu'on a envie que tout ce qui va pouvoir sortir de ces projets puisse finalement être suffisamment exemplaire pour imaginer sa transférabilité au-delà des lauréats. Cet appel à projet a une durée de 5 ans. Ça veut dire que l'appel sera ouvert tant qu'il y aura des fonds. Et puis, on pourra imaginer que en 2025, des projets soient labellisés s'il reste des moyens, qui puissent voler jusqu'en 2030. Voilà. Donc, en tout cas, un grand merci pour l'engagement présent et à venir de l'ensemble des personnes qui sont présentes. Je pense qu'il y a des représentants de l'éducation nationale, des collectivités territoriales, des associations, voire des parents. Et puis, sachez que ce sera un appel à projet qui sera instruit par un jury indépendant qui est en cours de constitution, qui sera composé à la fois de représentants de l'éducation nationale, des inspecteurs, des enseignants, des chefs d'établissement, mais aussi des personnels qualifiés qui viennent du monde autour de l'école. Et ce sera ce jury qui choisira, qui sélectionnera, qui instruira l'ensemble des dossiers pour
pour prendre évidemment ceux qui ont une vraie potentiellement nature à transformer les choses. Un grand merci à vous. Je vous laisse la main, Rose, ou peut-être Cécile. Oui, merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous prie d'excuser la qualité de ma vidéo. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui elle est un petit peu dans le brouillard, malgré le beau temps. Donc je suis Cécile Bacanard-Rossi, chef du bureau d'innovation pédagogique, et nous avons travaillé donc en lien avec le SGPI et la Banque des Territoires pour la rédaction de ce document cahier des charges. Olivier parlait d'innovation structurelle et je pense que c'est vraiment important de le garder à l'esprit. L'objectif est vraiment d'arriver à avoir un effet transformant sur le long terme. Je vais simplement rapidement revenir sur les axes qui s'affichent pour vous à l'écran. Donc l'idée c'est quand même d'arriver à inventer des nouvelles façons d'interagir entre les différents acteurs de la communauté éducative, donc avec une focale autour de l'organisation des temps et des espaces, qui peut induire une réorganisation du temps de travail ou des services ou de l'organisation ou du co-enseignement, enfin qui peut être une façon aussi de mettre en œuvre cette réorganisation du temps et des espaces. Le deuxième axe, comme vous le voyez, vraiment centré autour du parcours de l'élève et de faire en sorte que l'élève soit impliqué à la fois dans la construction de son parcours et puis qu'il soit accompagné de manière vraiment très efficace, et en gardant à l'esprit l'importance de le former aussi, de former ses élèves aux compétences du 21e siècle qui bien sûr seront essentielles, comme nous le savons tous. Et puis le dernier axe, qui est certainement celui qui pourra embarquer des transformations profondes, c'est autour des relations entre les différents acteurs, avec un point d'insistance pour continuer d'améliorer la relation entre la famille et l'école, de travailler ce lien entre les parents, que chacun puisse trouver sa place, quelles que soient les difficultés que peuvent parfois rencontrer les parents, faire en sorte que cette collaboration soit la plus fertile possible. Et puis ça peut permettre de penser aussi des nouvelles façons de coopérer entre enseignants. Il y a une demande de la part des enseignants d'avoir des temps et des dispositifs et des configurations qui permettent cette coopération. Les enseignants ne souhaitent pas travailler seuls, simplement peut-être qu'en faisant évoluer cette forme scolaire précisément, on va pouvoir, dans le cadre de ces expérimentations financées, accompagnées, tenter des nouvelles façons d'interagir qui pourront permettre davantage de cohérence dans les actions des uns et des autres. Voilà. Je ne vais pas passer trop de temps. Voilà. Donc dans les deux exemples qui avaient été choisis dans le cahier des charges, pour montrer comment cette notion de la coopération peut se mettre en œuvre de manière systémique, et c'est le cas dans l'école de Vitruve. C'est une expérimentation où la coopération a été finalement on peut dire la structuration de toutes les interactions entre les différents acteurs, entre les enseignants, ce qui a remis en jeu aussi une conception des responsabilités et une sorte de co-gestion aussi des décisions. Donc cet exemple-là montre comment finalement c'est pas une action isolée qui est à l'œuvre, mais bien une approche systémique, celle que nous recherchons à travers cette AMI. Et puis nous avions mis en avant aussi une expérimentation autour de lieux qui peuvent permettre de faire collaborer différents acteurs, des élus, des étudiants, des associations et des élèves, comme ça a été pensé et inventé avec le projet de l'hôtel Pasteur. Voilà, alors ce ne sont pas des projets qui sont modélisants. Nous avons et il ne s'agit pas de dire voilà c'est ça qu'il faut faire, il n'y a aucune dimension prescriptive. Simplement, nous avons cherché des exemples qui pourraient être inspirants
et qui ne sont évidemment pas les seuls intéressants à prendre en considération. Et peut-être sur la page suivante, il me semble qu'il y avait aussi des projets où l'on voit bien la place donnée aux associations et aux acteurs et aux élus et aux collectivités dans le projet de la Maison de l'Apprendre à Lyon, qui a eu son festival il y a peu au mois de janvier. Et puis aussi sur la dimension sur l'axe accompagnement de l'élève, orientation, le projet campus d'excellence, qui a été également mentionné. Je pense que vous avez, je pense à ce stade, pris connaissance de ce document. Donc je ne veux pas aller trop dans le détail, mais moi ce qui était proposé à titre d'exemple et vraiment pour être inspirant. Voilà, je vais couper mon micro et repasser la parole à Rose. Merci beaucoup Cécile pour ces illustrations qui, je pense, donnent aussi du corps et des exemples au projet. Pour ma part, très rapidement, avant de vous laisser la parole pour le temps de questions-réponses, un bref rappel, et donc pardon, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, je suis Rose Le Mardelet à la Caisse des dépôts, à la Banque des Territoires. Nous sommes l'opérateur de cet appel à manifestation d'intérêt pour le compte de l'État et du SGP. Donc pour notre part, au-delà de l'accompagnement et du déploiement de cette AMI, nous serons aussi amenés à étudier l'éligibilité des projets. Et c'est donc dans ce cadre qu'avant le dépôt des dossiers et la sélection qui sera opérée par un jury indépendant, on essaye de vous accompagner, notamment par ce webinaire aujourd'hui, à affiner la structuration des projets pour s'assurer qu'elle rentre bien dans le cadre de l'éligibilité telle qu'elle est définie dans le cahier des charges. Donc très rapidement, les critères, mais vous les connaissez déjà sans doute pour les avoir lus, sur le type de porteur de projet attendu, premièrement, avec une exigence d'avoir, ça a été dit, l'esprit partenarial incarné dans le portage du projet. Donc à minima, un projet qui doit être porté par 2 entités morales et inclure un établissement scolaire ou une école sur le territoire. Ça, c'est le premier critère. Ensuite, évidemment, le deuxième critère, c'est celui de traiter pour tout ou partie, de rentrer dans la thématique et l'objectif de l'AMI, de répondre aux ambitions de cette AMI, et donc de traiter à minima une des thématiques telles qu'elles sont définies et qu'elles ont été présentées par Cécile Paquin-Rossi à l'instant. Ensuite, en termes de cadre, à la fois financier et temporel, le cadre défini par l'AMI est celui de projet, ça a été dit, transformant, et donc avec une ambition de projet avec un minimum de dotation demandée, de subvention publique demandée de 2 millions d'euros. Avec une logique de cofinancement, donc sur des projets d'ampleur avec ce niveau de subvention minimum qui est exigé pour les projets, avec une durée, ça a été dit également, elle aussi assez importante, qui reflète l'ambition de cette AMI, avec une durée des projets prévue pour durer 5 ans. Voilà, donc ça, c'est les 4 critères d'éligibilité qui sont évidemment la feuille de route commune pour l'ensemble des projets qui vont être portés. Pour rentrer peut-être, mais c'est surtout pour vous donner aussi peut-être une explicitation de ce qui est évidemment un cahier des charges, et vous pourrez consulter aussi dessus. Faire un focus sur l'attendu en termes d'écosystème territorial et d'ancrage territorial vraiment attendu pour le portage des projets, de par son portage. Donc, je l'ai dit, il y a un écosystème qui sera structuré autour d'un binôme de porteurs de projets, donc un porteur de projet et un établissement. Et ensuite, on a un deuxième niveau de consortium, donc qui peut être constitué autour de ce porteur de projet, qui est très large et qui peut embarquer, ça a été dit, l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'éducation, que ce soit en termes d'acteurs de collectivités territoriales, du monde associatif, de EdTech, d'entreprises dans le champ de l'éducation. Voilà, la liste exhaustive est citée, je vous invite à la consulter, mais c'est important d'avoir cet équilibre, on va dire, et en tout cas cette ambition aussi d'avoir un ancrage territorial assez fort à l'échelle des projets,
qui s'incarne dans le type de portage attendu et requis. Voilà, c'est tout pour cette partie introductive pour ce qui nous concerne. On va passer au temps de questions-réponses. Et donc, je vous invite à lever la main via l'outil Teams. Vous posez vos questions par écrit si vous préférez, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Et comme je disais en introduction, s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter rapidement et l'entité ou l'organisation que vous représentez pour nous permettre de voir d'où viennent les questions et les suivre le cas échéant. Voilà, merci beaucoup. On va prendre les questions au fur et à mesure, donc n'hésitez pas. On a relisté ici et elles seront disponibles aussi à l'issue dans ce support l'ensemble des questions-réponses ou des synthèses qu'on a pu proposer déjà depuis le lancement de l'AMI. Je le répète, il y a une FAQ en ligne, une foire aux questions, qui est disponible via la plateforme Achat Public, qui reste le petit centralisateur de référence pour permettre à tous d'avoir une information équitable et transparente. Donc voilà, toutes les questions qui nous sont adressées le sont via cette plateforme, donc je vous invite à continuer à l'utiliser si vous avez à l'avenir d'autres questions à poser. Alors, je vois que des premières mains se sont levées, donc on va les prendre dans l'ordre. Donc, Madame Elsa Lévy-Prudent. Bonjour. Je suis donc avec Hervé Glazel également. Nous sommes du CEREN et nous sommes un groupement d'écoles qui sont dédiées aux élèves qui ont des troubles des apprentissages, donc les troubles 10. Et donc, on est actuellement une école indépendante, même si on est dans une logique éventuellement de passage sous contrat, mais justement, ça fait partie des questions d'innovation qu'on souhaiterait porter également. Et on se posait la question de s'il est possible pour nous d'être porteur de projet, et si oui, sous quel statut, et sinon, et si on peut être reconnu en tant qu'école, avec un établissement scolaire, dans la logique de l'AMI, ou est-ce qu'il faudrait faire appel à une autre école partenaire, voilà, publique ou sous contrat, en fonction des possibilités. Je ne sais pas si la question était claire. Voilà. Oui, alors Rose, je crois qu'on ne t'entend pas, donc je vais reprendre. C'est Juliette D'Angelo. Donc moi, je suis chargée de projet éducation à la Banque des Territoires, donc je travaille dans l'équipe de Rose. Alors écoutez, donc si je comprends bien, vous êtes un établissement privé hors contrat à date. Et c'est ce qui est précisé dans la FAQ, donc sur achat public, sur la foire aux questions, c'est que les établissements privés hors contrat ne peuvent pas être inclus ni à un consortium ni porter un projet. Ça, c'est vraiment un point fort de l'AMI, c'est-à-dire qu'une fois, si vous êtes sous contrat, privé sous contrat, vous pouvez à la fois être l'établissement scolaire intégré au consortium ou tout simplement un partenaire du consortium. Mais si vous êtes hors contrat, à date, vous n'êtes pas éligible à l'AMI. D'accord. Ni en tant que porteur de projet, ni en tant que participant. Non, tout à fait. C'est uniquement pour établissement privé sous contrat et établissement public. On peut comprendre pourquoi? C'est une règle qui a été partagée entre le ministère, le SGPI et la Caisse des dépôts sur les AMI, et c'est sur les PIA en tout cas, c'est très souvent le cas. On considère que c'est en priorité aux établissements privés sous contrat et aux établissements publics. Et donc dans ce cas-là, c'est exclusif. Voilà. D'accord, merci. Alors ensuite, il y avait une question de Brice. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc Brice Sicard, IPR Art Plastique et conseiller technique du recteur de l'Académie de Créteil sur la question des espaces scolaires. J'ai déjà posé la question la dernière fois, mais à la lecture de votre du document, là, du diaporama, je suis un peu inquiet. Est-ce que donc, dans le consortium, est-ce que le rectorat peut être porteur pour un réseau d'établissements, pour plusieurs établissements? Ou faut-il démultiplier les porteurs? Ah non, le rectorat peut être porteur pour un réseau d'établissements, ça, il n'y a pas de souci. Le cahier des charges précise qu'il faut au minimum un établissement qui soit un peu l'établissement référent sur lequel vous allez construire votre projet. Mais il peut tout à fait y avoir un réseau, et après, il y a eu pas mal de questions aussi sur le territoire, l'ancrage territorial. Évidemment, vous l'avez vu, hein, et Cécile en a parlé tout à l'heure, c'est aussi un sujet fort de l'AMI, mais ce n'est pas une condition sine qua non, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs établissements ou vous êtes sur plusieurs territoires, vous pouvez tout à fait déposer un dossier, hein,
pas de problème. Donc, je vous fais préciser, hein, veuillez m'excuser, mais je ne veux pas commettre d'impair. Nous, notre projet, c'est de vraiment essaimer sur l'ensemble du territoire. Quand vous parlez d'un établissement scolaire représentatif de l'ensemble, c'est ce point qui me met un peu en difficulté, puisqu'en fait, il y aurait plusieurs établissements qui sont concernés. Oui, oui, tout à fait. Alors après, c'est-à-dire que ce n'est pas une condition, on ne va pas vous écarter votre dossier sur ce point. Par contre, il est précisé quand même, et dans le cahier des charges et dans le dossier de candidature, qu'il y a une école ou un établissement scolaire qui doit être, qui doit être porteur, en tout cas, qui doit être un peu membre fort du consortium. Après, ça ne veut pas dire. Après, voilà, exactement, faire de lance. Mais après, ça ne veut absolument pas dire que vous ne pouvez pas en avoir plusieurs, puisque le cahier des charges précise, c'est à minima. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs, pas de souci. L'idée, c'était quand même de se dire, on est sur un AMI sur la forme scolaire, donc on veut que les établissements scolaires soient intégrés, et c'est bien s'il y a un ou plusieurs écoles qui soient un peu plus portées via le projet. Mais après, ça, c'est aussi à vous de faire vos projets avec vos partenaires. Sur ça, il n'y a pas en tout cas, c'est pas une condition qui va vous empêcher ni d'être éligible, ni après que le jury regarde votre dossier. D'accord, c'est très clair. Je vous remercie. Merci. Alors ensuite, il y avait Carole Le Hénaf qui souhaitait prendre la parole. Oui, bonjour. Donc, je suis Carole Le Hénaf. Je suis maître de conférence en didactique à l'Université de Bretagne occidentale et à l'INSPE de Bretagne. Je travaille au CREAD à Rennes. Vous avez parlé tout à l'heure de la dimension transformante du territoire en introduction. Bon, c'est un petit peu en lien avec ce qui vient d'être dit juste avant. Donc, les territoires en fait auxquels on s'intéresse avec nos collègues sont répartis eux sur plusieurs académies. Donc, quelle synergie en fait possible existerait entre plusieurs territoires qui sont disjoints académiquement, par exemple pour nous la Bretagne, mais aussi les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, et avec un tel regroupement de plusieurs écoles, collèges sur plusieurs territoires, qui serait en fait le porteur du projet? Une personne d'un des rectorats ou de la DSDEN, ou bien plus une personne dans un laboratoire de recherche, par exemple, ou bien des personnes de ces différents rectorats, par exemple? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. En fait, vous vous posez la question sur qui doit porter le projet, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, le projet serait réparti sur plusieurs territoires au sens de plusieurs académies. Donc, pour cette synergie en fait territoriale dont il a été question tout à l'heure, est-ce qu'il faudrait qu'on identifie des personnes dans chacun des rectorats, des DSDEN, ou bien est-ce que le projet pourrait être porté principalement par quelqu'un qui travaille en fait dans une seule de ces académies, dans un seul des rectorats ou de la DSDEN de ces académies? Je comprends bien. Je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est un niveau sur l'éligibilité, c'est-à-dire que pour être éligible, il faut que du coup vous soyez, par exemple, un rectorat est éligible. Donc un rectorat seul peut porter un projet et c'est à lui qui seront versés les fonds. C'est ça qui est important. C'est aussi de se dire l'entité porteuse, celle qui va porter le projet, c'est elle qui est responsable du projet. Donc il devra après, si le projet est lauréat, nous remonter des données de suivi, voilà, être en lien avec la Caisse des dépôts, et c'est nous qui lui verserons les fonds. Et on lui versera les fonds uniquement à elle, à l'entité porteuse. C'est ça qui est, je pense, important de comprendre. Ça, c'est d'un point de vue, on va dire, juridique et technique. Après, il y a le fond du projet, ce qui est le plus on va dire, pertinent pour vous. Ça, moi, je ne peux pas en juger. Ce sera aussi au jury de regarder votre dossier. Après, il y a des possibilités. C'est soit qu'un rectorat porte les projets pour les autres, soit qu'une association qui, par exemple, est présente sur tous les territoires que vous voulez cibler, soit porteuse du projet et donc après reverse si besoin des administrations déconcentrées, des collectivités, etc. Mais voilà, ça c'est plutôt un sujet qui vous concerne sur la pertinence du projet, vous, plutôt qu'un sujet juridique ou technique, où là c'est simplement que nous on fera un transfert des fonds sur une entité porteuse. Ça, c'est juste avoir en tête aussi, si vous êtes lauréat, c'est ça aussi que ça veut dire porter le projet. D'accord, ok. Ok, merci. Pas de souci. Ensuite, il y avait Marie Ramos. Alors, je n'entends pas de mon côté. Je ne sais pas si vous entendez. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends pas, je crois. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui, très bien, parfait, merci. Bonjour à vous. Je représente le CNESCO, le Centre national d'études des systèmes scolaires. J'aimerais savoir s'il existe des dispositifs pour mettre en lien des partenaires, pour constituer un consortium,
Alors, pour ma part, j'ai rempli le formulaire là, lors de l'inscription à ce second webinaire. J'aimerais savoir déjà si on peut attendre un retour, comment ça se passe en fait, voilà, par rapport à ça. Merci. Oui, tout à fait. Alors, si je comprends bien, c'est un recherche de partenariat, c'est ça? C'est-à-dire que vous souhaitiez… Exactement. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on vous a posé la question sur le formulaire. C'est parce qu'on voudrait consolider du coup une liste de personnes qui sont prêtes à partager leurs contacts pour qu'on puisse partager un fichier global. Alors après, ça, c'est en cours de construction. Pour cette première vague-là, au regard des délais, ça va être un peu compliqué, vous en doutez bien. Voilà. Mais pour la deuxième vague, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place, effectivement, des synergies à créer entre des porteurs ou des partenaires qui seraient intéressés et qui voudraient faire une rencontre. Mais ça sera probablement entre mars et septembre. Et on est en train d'affiner la démarche de notre côté avec le ministère, la Caisse et le secrétaire général pour l'investissement. Mais c'est exactement pour ça qu'on vous a demandé votre accord et les adresses mail éventuelles pour qu'on puisse créer ce genre de dispositif. Donc c'est voilà. Très bien. Désolée, mais il faut attendre quelques temps. Très bien, merci beaucoup. On fait au mieux pour revenir vers vous là-dessus. En tout cas, on a bien le point en tête de ce côté. Parfait, merci. Pas de souci. Ensuite, il y avait, alors attendez, je ne vois plus, pardon. Il y avait Madame Elsa Lévy-Prudent de nouveau, je crois. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Une dernière question pour comprendre, qu'est-ce que on voit que dans les potentiels porteurs de projets, il y a entreprise de l'éducation. Qu'est-ce qu'on entend dans ces cas-là par entreprise de l'éducation? Alors, c'est une entreprise qui a dans son statut et ses activités un lien avec l'éducation. Par exemple, ça peut être une EdTech, donc une entreprise qui utilise les technologies pour innover en matière d'éducation. Après, ça peut être aussi une entreprise qui n'est pas forcément en lien uniquement avec la technologie et qui a un lien avec l'éducation. Ce qu'on mettait dans la FAQ, c'est qu'on vous demandera pas une copie intégrale de vos statuts. Il faut juste que nous, on puisse, que ça soit très clair que l'objet premier de votre activité est en lien avec l'éducation ou l'ESS, puisque c'est aussi notre condition. Très bien, merci. Je vois Monsieur Bonnetin qui voulait prendre la parole, je crois. N'hésitez pas. Oui, bonjour. Je suis Florent Bonnetin, je suis directeur artistique et du développement de la Fabrique Musicale, qui est une association qui regroupe des écoles de musique et programmes, notamment au milieu scolaire, dans le Nord-Isère, à Eyrieux. Notre projet, il se déploie sur une intercommunalité. Il va embarquer 17 établissements scolaires, les collectivités locales et toute une somme de partenaires plus opérationnels, on va dire, notamment en termes de contenu, de dispositifs pédagogiques, de recherche, etc., comme le CFEDEM ou le CFMI. J'avais une question sur la notion de consortium, alors qui s'est un petit peu éclaircie par rapport avec les questions qui ont été abordées, mais je me permets de la reposer pour être bien sûr. Pour moi, le consortium, c'est effectivement l'équipe structurante qui va administrer le projet, c'est-à-dire pour nous, a priori, la DRAC, l'éducation nationale à travers le rectorat, la DAZEN, pour le compte finalement du réseau des 17 établissements, et puis deux collectivités locales majeures qui sont l'intercommunalité et le département, même si les autres seront impliqués. Donc la question c'est, est-ce que c'est bien ce groupe-là qui constitue dans votre idée le consortium? Et il n'y a pas nécessairement dans le schéma qu'on a aujourd'hui, mais ça peut bien sûr évoluer, de redistribution du financement, puisque finalement tout va passer par nous de façon très opérationnelle, le financement des personnels, des investissements, etc. Donc je voulais savoir si j'avais bien compris ça, et je rebondis sur la question de monsieur tout à l'heure sur la notion des établissements scolaires, question de formalisme, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'un engagement du rectorat pour le réseau des établissements suffit, ou est-ce qu'il faut qu'on ait effectivement pointé 2-3 établissements de notre territoire qui seront nommément dans son consortium? Voilà. Alors, sur la première question, de la même façon, donc il y a deux niveaux de réponse. Celle qui va être à notre borne. Ah, pardon, c'est… J'ai un écho, donc voilà. Du coup, pareil, deux niveaux de réponse. Le premier, c'est un niveau technique, c'est-à-dire que dans tous les cas, si vous êtes lauréat et qu'il y a une convention qui est signée, donc il y a une convention de financement qui sera signée entre le porteur de projet et la Caisse des dépôts, et dans le cas où vous reversez de la subvention
à un quelconque partenaire, il devrait y avoir juridiquement un accord de consortium, puisque du coup, c'est une obligation légale, évidemment, pour nous de suivre où les fonds PIA sont versés, à qui après, comment l'argent est utilisé après, si c'est un partenaire. Donc ça, c'est une obligation, donc c'est un point légal, ça s'appelle un accord de consortium. Après, il y a un autre point, c'est on incite du coup la création via ce PIA sur le fonds, on incite la création de réseaux de partenaires et qu'on a appelé consortium, du coup qui sont probablement amenés à travailler aussi via un accord sur la collaboration qu'ils veulent engendrer, mais qui ne nécessitent pas forcément des transferts de fonds. Ça, c'est plutôt voilà, un conseil de notre part pour dire si vous créez un consortium sur un projet, en général, il est mieux d'avoir voilà, une convention qui réglemente un peu c'est qui fait quoi, quels apports, etc. Mais en tout cas, nous, d'un point de vue juridique, ce qu'il nous faut, ça sera, si vous êtes lauréat, le signature d'un accord de consortium avec les partenaires à qui vous reversez de l'argent. Voilà, c'est les deux niveaux sur le consortium. Sur la deuxième question, donc c'était sur la partie un peu établissement scolaire, faire de lance, ou voilà, je vais faire la même réponse, c'est-à-dire que le but, c'est d'avoir à minima un établissement scolaire. Ce qu'on voulait, c'était voilà, le côté caisse, ministère et SGPI, c'est qu'il y ait à minima un établissement scolaire concerné par le projet. Après, s'il y en a plusieurs, voilà, ce qu'on disait, ça nous va très bien aussi. Il y a pas on n'aura pas de, ce sera au jury de décider si le projet est assez pertinent après pour être sélectionné. Mais nous, il n'y a pas de règle d'éligibilité là-dessus. C'est au minima un établissement scolaire impliqué. Alors impliqué, ça veut dire quoi? Ça, j'ai eu souvent la question. On a eu souvent la question sur la FAQ. C'est à vous de le définir. Ça veut juste dire que les élèves sont, par exemple, les élèves sont concernés, les enseignants sont concernés, il y a un budget qui est affairé pour un projet particulier. Enfin voilà, ça après c'est à vous de voir, mais c'est dans l'esprit, c'est au moins un établissement scolaire concerné par le projet en direct. D'accord. Donc c'est l'intention plus que le formalisme qui va être apprécié. C'est ça. L'établissement scolaire, on vous oblige pas à verser des fonds à l'établissement scolaire, par exemple. Ouais, si voilà, ça c'est pas c'est écrit nulle part, c'est pas une obligation. Par contre, il faut que vous puissiez démontrer, puisque le jury sera fortement sensibilisé à ça, que l'établissement bénéficie du projet. Donc après, c'est à vous de voir en fonction du projet. Ok. Merci beaucoup. Pas de souci. Si côté ministère, Cécile ou Olivier, vous souhaitiez prendre la parole, n'hésitez pas. Hein. Pour l'instant, là, on enchaîne sur les questions, mais sinon, il y avait Amandine Osten qui levait la main. Bonjour, Amandine Osten, je suis chef de projet au conseil départemental du Cher. On cherche actuellement, pourquoi pas, à être nous, en tant que collectivité territoriale porteuse du projet. Et on s'interrogeait justement, parce qu'on va avoir des échanges, bien sûr, avec la DS2N à ce sujet, sur finalement qui a le plus de chances, entre guillemets, d'être choisi dans le choix du porteur de projet. Est-ce qu'il vaut mieux que la collectivité territoriale soit le porteur de ce projet, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser ça à l'éducation nationale, finalement? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors sur ça, je laisserai évidemment le SGPI, Olivier et Cécile préciser s'ils le souhaitent, mais on n'a pas nous c'est le jury qui va décider, donc on peut pas vous dire lesquels seraient préférentiels. Comme on a laissé le choix, le but c'est que justement le projet, en fonction des compétences de chacun et peut-être aussi de la forme du projet et du fond du projet, qu'est-ce qui est le plus adapté. Mais on peut pas vous dire. En plus, on n'est pas dans le jury. Hein, c'est un jury indépendant, composé d'experts indépendants. Donc c'est eux qui jugeront aussi de la pertinence du porteur de projet. Après, sur la partie portage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi sur la responsabilité du suivi du projet, de la coordination, de la gouvernance, de la réception des fonds. Voilà. Donc c'est aussi un choix aussi en tant que porteur de se mettre dans cette dimension-là. Mais il n'y a pas de préférence particulière et c'est pour ça qu'on a laissé un panel de nature juridique de porteurs de projet qui est assez large. D'accord. Évidemment, c'est Olivier, si vous voulez compléter, n'hésitez pas sur ce point. Oui, merci Juliette. Non, vraiment pour aller dans le même sens, hein, en fait, tout dépend du projet, des liens établis, de la manière dont les choses sont pensées et de la cohérence, mais il n'y a pas... dans la formulation, est-ce qu'il vaut mieux ou est-ce qu'il vaut mieux aller vers le rectorat ou vous? En fait, non, il y a aucune prescription sur ce point-là et c'est vraiment étroitement lié à la nature du projet et aussi à la capacité de coordination et de coopération que vous allez mettre en place. Hein, donc pas de
pas de préconisation particulière sur ce point-là. Je vous remercie. Alors ensuite, je voyais Christophe Hauss. Bonjour, merci de me donner la parole. Bonjour à chacun. Je suis chargé de mission au rectorat de Bordeaux au service des relations internationales et ma question porte sur l'éligibilité de nos partenaires transfrontaliers et de l'Eurorégion qui est un groupement européen de coopération territoriale. Alors, cette première question est donc sur l'éligibilité de ces partenaires potentiels et une question subsidiaire sur laquelle je reviendrai peut-être si j'ai le temps tout à l'heure concernera la valorisation du budget Erasmus des mobilités qui accompagneront ce projet au titre du budget global du programme. Alors, merci beaucoup pour la question. Sur votre première question, en tant que porteur de projet, donc l'entité dont vous avez un peu transfrontalière dont vous avez parlé, a priori ne serait pas éligible puisqu'elle ne rentre pas dans les formes juridiques du porteur. Par contre, comme membre du consortium, ça, a priori, il n'y a pas de point là-dessus particulier. Et évidemment, je parle sous contrôle du ASUP du ministère, mais a priori, pour faire partie du projet en tant que membre, il n'y aurait pas de point particulier. Ça sera aussi apprécié par le jury et par la suite, si vous êtes lauréat dans la convention qu'on signera donc, entre le porteur de projet et la Caisse des dépôts. Après, voilà, par contre, pas en tant que porteur, puisque ça, en tant que porteur, on a la liste précise et a priori, ça n'a pas l'air d'en faire partie. Voilà. Et sur la, je sais pas, enfin, si vous voulez préciser sinon sur ce point, sinon sur la deuxième question, on était sur la valorisation de nature, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, votre question, c'était un peu les règles de la valorisation en nature? Oui, puisque notre contribution, l'essentiel de nos possibilités financières repose justement sur les contributions déjà des fonds européens Erasmus, car le cœur de notre projet, vous l'avez deviné, portera sur l'adéquation, la jonction entre nos systèmes éducatifs voisins. Donc, sur nos fonds propres, on a peu de moyens, évidemment, à part valoriser les temps de service des personnels qui seraient impliqués dans le projet. Mais évidemment, on a les moyens d'atteindre des sommes importantes et un calcul rapide sur la subvention de mobilité d'élèves nous permet d'atteindre 1 à 2 millions facilement sur les 4 à 5 années du projet. Alors, pour répondre à la première partie de la question sur la partie valorisation en nature, donc sur ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la valorisation en nature est acceptée pour les partenaires et pour le porteur de projet. Donc, vous pouvez valoriser en nature vos apports et du porteur et des partenaires. Par contre, il y a un plafond, c'est-à-dire que au maximum, vous pouvez apporter 30% de valorisation en nature sur le budget total du projet et 20% de numéraire. L'enjeu, c'est aussi de se dire, le but du PIA, c'est d'insuffler une dynamique d'innovation qui ensuite sera pérenne sur le territoire. Et donc, si vous avez que de la valorisation nature et le PIA, c'est-à-dire que par la suite, quand au bout des 5 ans, il n'y a plus de subvention PIA, le projet aura du mal à rouler tout seul puisqu'il faudra de l'apport en numéraire. Donc, l'idée, c'est de se dire, dès maintenant, le minima qu'on demande, c'est 20% du budget global en apport numéraire extérieur. Ça, c'est un premier point sur la valorisation, ce qui vous laisse quand même 30% de cette partie-là en apport en nature, 30% du budget global en apport en nature. Donc ça, c'est la première règle sur la valorisation. C'est la première partie de la question, pardon, sur la valorisation. Après, sur la partie transfrontalier européen, là où le seul point que je vais voir moi tout de suite, c'est sur le financement européen. Et ça, c'est une règle qui a été définie, que les cofinancements ne peuvent pas être de financement européen, pour éviter des doubles financements PIA et financement européen, qui n'ont normalement pas vocation à financer les mêmes choses. Donc ça, c'est un point qui est précisé dans la FAQ. Voilà. Je me souviens l'avoir lu, et je m'interrogeais justement sur le fait qu'on puisse séparer ou non des fonds européens qui s'est consacré à de la mobilité exclusivement, en parallèle des travaux de coordination du consortium proprement dit. Donc, un budget séparé, valorisé, oui, mais qui ne couvrirait absolument pas un double financement des dites mobilités. Ça, sur ce point, je vous invite parce que pour rentrer dans les précisions sur la partie financement européen, je vous invite à poser la question. Il y en a déjà en cours de réponse sur la FAQ, ce qui nous permet de revoir avec nos services juridiques aussi côté caisse sur ces points-là. Parce que là, j'aurais pas une réponse assez précise à vous donner sur ce point-là en particulier. Bien sûr, je comprends. Un dernier mot sur le fait que l'ouverture internationale puisse être au centre, le cœur du projet. Je pense qu'a priori, c'est possible, bien sûr, en levant tous les obstacles que ça peut poser, de coordination,
d'instances décisionnelles étrangères et de leur calendrier, de leurs agendas. Donc, on essaie de défricher un peu ce cadre avant de se lancer. Plutôt pour septembre. Oui, sur ça, je pense que je vais laisser la parole à Cécile côté ministère, cette ouverture. Mais... Très bien. Merci beaucoup, Madame D'Angelo. Pour ce qui est de ce projet qui est centré autour de l'ouverture internationale, il me semble que c'est vraiment très souhaitable et très intéressant. Et évidemment ambitieux parce qu'il y aura effectivement tout un tas d'éléments quand même organisationnels à coordonner. Mais enfin, je suis très heureuse de savoir que, voilà, que des projets incluant cette ouverture internationale seront proposés, parce que c'est aussi une façon de faire, d'abord la mobilité aussi est un élément que l'on souhaite voir intégré dans les projets, parce que évidemment dans le parcours de l'élève c'est un élément important, dans la coopération entre les enseignants et dans l'évolution des pratiques c'est aussi un élément important. Donc voilà, je suis très attentif et curieux de lire les propositions de cet ordre-là. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, je pense qu'il y avait Monsieur Vincent Puig qui souhaitait poser une question. Oui, bonjour à tous, merci de me donner la parole. Nous sommes une association de recherche, institut de recherche et d'innovation, et nous portons un projet sur la coparentalité et la coéducation avec donc une fédération de parents d'élèves et un éditeur scolaire. Nous posons la question actuellement du porteur, puisque j'avais lu que le porteur ne pouvait pas valoriser des apports. Alors, je précise la question maintenant que j'ai eu un élément de réponse, puisque vous venez d'indiquer que le porteur pouvait valoriser des apports en nature, mais je la précise donc, est-ce que le porteur peut valoriser des apports en numéraire? Ça, c'est ma première question. Ensuite, j'en ai une deuxième. Alors, sur la première question, effectivement, il y a eu un petit changement en tout cas, de doctrine sur le sujet. Je pense que c'est pour ça qu'il y a que j'ai remis des questions sur la FAQ pour que ce soit plus clair. Effectivement, le porteur de projet peut valoriser en nature comme les partenaires. Donc, il peut apporter en nature, voilà. Après, valoriser en numéraire, ce que je comprends bien, c'est-à-dire que le porteur de projet, il peut effectivement mettre de son propre budget. Par exemple, vous êtes une collectivité ou voilà, vous voulez mettre de votre propre budget une partie pour compenser. Évidemment, c'est possible et c'est justement ça qui est attendu en fait dans l'esprit des PIA depuis le début. C'est de se dire, vous êtes porteur de projet, c'est pour recevoir une subvention, mais aussi pour vous engager vous en tant que porteur de projet. Voilà. Très bien. Bon, c'est beaucoup plus clair. Ça me semblait logique, donc je comprends que ça a été précisé. J'ai une deuxième question, qui est plus une question sur la nature de l'appel. En général, un AMI, c'est un peu bizarre que ce soit un AMI et pas un appel à projet, un AAPP, parce que en général, dans les AMI, il y a une phase intermédiaire, hein, c'est en général en deux phases. Donc, je me demandais la raison pour laquelle vous aviez opté pour un AMI et pas pour un appel à proposition. Alors, sur ce point-là en particulier, effectivement, dans l'esprit, l'idée, c'est aussi d'amener, comme le disait Olivier, et je vais évidemment laisser la parole à Olivier si vous le souhaitez, mais l'idée, c'était aussi de se dire que c'est sur un temps long, puisque, comme l'a dit Olivier en introduction, on est sur un temps où probablement jusqu'au moins 2023-2024, tant qu'il y a encore de la subvention, des vagues de sélection pourront être organisées. Et donc, dans cet esprit-là, au fur et à mesure, évidemment, des accompagnements ou des orientations pourraient être amenés à être mis en place. Là, sur la première vague, on a fait ces webinaires, on a essayé de mettre en relation, mais on est sur un temps plus court, on est plus effectivement dans une logique d'appel à projet. Après, évidemment, l'esprit dans les prochaines années est d'aller sur une forme d'accompagnement, mais je vais laisser Olivier prendre la parole, évidemment. Oui, alors, il n'y a pas de règle, hein. Il n'y a pas de Bible de l'AMI ou de Bible de l'appel à projet, n'importe quel cercle sacré. On a voulu, avec le ministère, se lancer sur un appel à manifestation d'intérêt pour envoyer un signe d'itératif. C'est-à-dire qu'on se donne le droit de dire à des dossiers, bah, écoutez, revenez nous voir une prochaine fois parce voilà. Plutôt qu'un appel à projet qui a plutôt tendance à faire tomber les têtes,
Nous, on a voulu garder les têtes hautes et faire en sorte que les dossiers qui ont des qualités, mais qui ne présentent pas toutes les qualités pour être retenus, pourraient, avec les préconisations du jury, revenir nous voir. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a un appel à médecin d'intérêt. Mais on aurait pu effectivement faire une première phase d'appel à médecin d'intérêt, quitte à financer, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans d'autres sujets, dans d'autres types d'appels à projet, un temps de maturation accompagné, pour lancer un appel à projet. On voulait quand même que les équipes ministérielles qui étaient en poste puissent profiter de cette AMI. Comme je l'ai dit, il y a eu quand même un véritable engagement. Sur le précédent séminaire, il n'a pas pu être libre, mais il y avait le DGESCO qui était présent pour présenter cette AMI. C'est pour montrer tout l'intérêt, au-delà évidemment de la présence ô combien importante de Cécile ici, mais toute la DGESCO est partie prenante de cet appel à projet. Donc, c'est vraiment l'idée de l'itératif, du progressif et des allers-retours. Très clair. Merci beaucoup. Pardon, j'ai le micro coupé. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'il y avait une question maintenant de Live to Visio. Oui, alors bonjour Mina de Cantou. J'ai une question. Est-ce que les établissements du secteur médico-éducatif peuvent être financés, notamment ceux qui sont pilotés par la Croix-Rouge? Alors, en tout cas pour porter le projet, ils ne sont pas intégrés en tant que porteurs de projet ou que partenaires. C'est dans la liste. Je vais essayer de remettre la planche, mais ça va être un petit peu long. Mais de toute façon, le support vous sera transmis, donc sur ça vous aurez les réponses à vos questions. A priori, c'est pas l'esprit, on est quand même plus sur un esprit, et je laisserai le ministère préciser, mais on est quand même plus sur un esprit par rapport aux écoles, donc c'est pas l'esprit. Après, si vous avez un sujet plus large à porter avec des partenaires et qu'ils sont intégrés dans le consortium, ça sera au jury de décider si c'est pertinent ou pas. Mais dans l'esprit, dans l'idée, c'est quand même pas la cible prioritaire. Et évidemment, Cécile, si vous souhaitez prendre la parole là-dessus, je vous le laisse. Et c'est un peu compliqué de répondre comme ça tout de suite, puisque c'est effectivement ce sera au jury de déterminer si c'est pertinent ou pas, et auquel cas de trouver des fonctionnements possibles du consortium par la suite, mais c'est pas l'esprit initial de financer des établissements médico-sociaux via cette AMI. Super, merci beaucoup. Merci. Et ensuite, je voyais une question de Léo Briand. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, donc moi je m'appelle Léo Briand, je suis le fondateur de VitaScience, une startup spécialisée dans l'enseignement des sciences et du numérique. Et en fait, lors du dernier webinaire de présentation, Madame Pacanarossi, vous avez mentionné la qualité de l'air intérieur comme étant une composante intéressante de la forme scolaire, puisqu'on sait que c'est intéressant à la fois pour améliorer les capacités cognitives des élèves et pour garantir qu'ils soient en bonne santé. Du coup, on souhaite monter un projet avec différents partenaires, notamment Atmosud, qui est une association de contrôle de la qualité de l'air, Objectif Air, VitaScience, qui sont des académies d'Aix-Marseille et de Toulouse. Et donc, du coup, j'ai deux questions. La première question, c'était... il y a un écho important, je ne sais pas si... Vous m'entendez ? Oui. La première question, lors d'un communiqué du Premier ministre, le 4 février, il a été annoncé qu'il y a une aide aux collectivités pour l'équipement en capteur de CO2 dans les classes, qui s'élève à 8 € par élève. Est-ce que cette aide, elle est compatible au niveau des apports de la collectivité? C'est-à-dire, est-ce que s'il y a un équipement qui est fait dans le contexte de cette AMI, c'est cumulatif avec... voilà, parce que ça pourrait énormément nous aider à convaincre les collectivités justement de nous rejoindre dans ce projet. Ça, c'est ma première question. Je sais pas si quelqu'un a la réponse. Si. Alors sur ça, moi, je vais lire de manière très technique ce qui est écrit dans la foire aux questions. C'est-à-dire que hors financement européen, tous les cofinancements sont possibles si la finalité de leur attribution est respectée et sous réserve des taux d'intensité permis par les aides d'État. Ça, c'est donc le point qu'on a sur les cofinancements. C'est évidemment une question qu'on avait soumise au service juridique de la Caisse. Et donc, c'est ce point. Enfin, c'est sur ça, il n'y a pas d'autres règles plus précises, plus techniques que ça. Donc, a priori, et je parle évidemment sous le contrôle de toutes les parties prenantes côté ministère, SGPI et Caisse, mais a priori, il n'y aurait pas je ne vois pas immédiatement d'empêchement ou d'interdiction là-dessus.
Après, voilà, Cécile, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas. Hein. Oui, je me souviens bien en effet avoir mentionné comme une anecdote le fait que tout contribuait à améliorer le temps de l'élève à l'école. Bon, pour revenir là-dessus, il faut pas perdre de vue quand même la focale principale de cet appel à manifestation d'intérêt qui est bien de faire évoluer la forme scolaire. Alors, certes, on a vu qu'effectivement, dans l'aménagement des espaces, ça pouvait être ce que vous mentionnez, peut-être un élément, mais pour moi, c'est pas nécessairement le cœur de cible de ce qui est recherché. L'idée, c'est quand même d'être davantage dans une évolution de l'aménagement des espaces, parce que pour moi, c'est pas la focale principale. Ceci étant, c'est un élément aussi. Voilà. Je vais peut-être laisser Olivier compléter. Je vois que tu as mis ta caméra. Ouais, merci Cécile. Non, mais je vais pousser encore plus loin ce que tu dis. C'est-à-dire que si chacun vient avec sa marotte en disant c'est ça la solution, on va avoir un millefeuille de marottes. Et ce qu'on veut, c'est l'assemblage qui donne du sens à une transformation. Il ne faut pas une ficelle, il faut un pull qui soit tricoté avec ça. Et c'est en ça que je reprends Cécile. Il est évident qu'on sait que c'est une condition de réussite. Mais est-ce que c'est parce qu'on va mettre des capteurs partout qu'on va réduire les inégalités scolaires? On sait que non. Donc il faut pouvoir créer la pelote. Et ça, c'est votre boulot. C'est pas simple. Mais voilà. Donc oui, le fil, il est top. Mais en lui-même, il ne porte pas assez d'ambition de transformation, pour être très clair. D'accord. Merci. Merci pour ce retour. Et j'avais une deuxième question du coup qui est annexe. Dans le cadre où il y a plusieurs académies donc impliquées, c'était une question qui recoupe quelque chose qui a déjà été posé. Le porteur idéal pour un projet comme celui-ci, est-ce que ce serait du coup une des académies, mais qui du coup sera peut-être enfin, ça va être difficile de se partager peut-être avec l'autre, ou alors est-ce que ce serait plutôt une association qui du coup a une portée plus globale? Qu'est-ce que vous en pensez dans le cadre où il y a deux académies impliquées? Alors ça, sur ça, on peut pas vous donner une préférence. Hein, c'est comme tout à l'heure, c'est impossible de vous dire ce qui est le mieux puisque c'est pas notre rôle et ça sera aux membres du jury. Donc la seule question qu'on peut vous apporter d'un ordre plus technique, c'est de vous dire aussi les financements transiteront par un porteur de projet. Donc c'est aussi à celui qui veut porter cette responsabilité-là et être plutôt, on va dire, en lead sur la partie suivi, gouvernance, etc. Ça peut être aussi une porte d'entrée possible pour définir qui est le porteur de projet. Mais à part cette question-là sur la pertinence par rapport au projet, on peut pas s'engager évidemment côté ministère KSW. Merci pour ces retours. Pas de souci. Je ne vois plus de main levée. Je pense qu'on peut prendre encore on est pile poil dans les temps. On peut prendre encore une question si vous en avez. N'hésitez pas. Il y a des questions du chat. Oui, je voyais donc sur la liste des typologies de cofinancement, je vous ai lu la réponse tout à l'heure. Donc c'est tous les cofinancements acceptés hors financement européen et avec 2 conditions. Donc ça c'est écrit sur la foire aux questions achat public. Voilà ce que je voyais. Ensuite, le temps de travail des chercheurs impliqués dans le projet pourrait être valorisé dans le cofinancement. Si vous êtes un partenaire et que vous travaillez vous pouvez valoriser. Après, sur les organismes de recherche, ils peuvent tout à fait être dans les membres du consortium, mais ils ne peuvent pas porter le projet. Et on rappelait quand même que l'objet du projet ne doit pas être entièrement centré sur la recherche, même si c'est un axe stratégique. On a eu beaucoup de questions sur ça sur la FAQ, de l'intérêt d'organismes de recherche, c'est bien normal. Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait une partie, on va dire, et je parle sous le contrôle du ministère et du GPI, mais plus opérationnelle en lien avec une école, avec un projet à monter. Ça ne peut pas être purement un projet de recherche ou d'évaluation, comme il avait été indiqué lors du premier webinaire. Ensuite, je vois une main levée, donc voilà, on va prendre Madame Carole Le Henaf. Oui, excusez-moi, du coup, je reprends la parole par rapport à ce que vous dites sur les porteurs de projets. Il m'a semblé tout à l'heure qu'il avait été question de binôme de porteurs de projets. Est-ce que là, par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant sur le fait que des personnes qui dépendent d'organismes de recherche, donc par exemple un enseignant-chercheur, est-ce qu'en gros, il pourrait y avoir un binôme de porteurs de projets qui serait en gros le rectorat et peut-être la DSDEN en association avec un représentant d'un laboratoire d'université, donc avec un enseignant-chercheur? Est-ce que ça constituerait un binôme de porteurs de projets, par exemple? Juste par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant.
Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a une confusion entre le porteur. En fait, le porteur de projet, c'est celui qui va recevoir les fonds et c'est une entité juridique. Donc, c'est pas une personne. Donc, Oui, c'est d'accord. le rectorat ou la DSDN ou la collectivité. Donc, ça, c'est une première chose. Après, Oui. sur la façon dont vous allez monter votre consortium et les personnes avec lesquelles vous allez interagir, toutes les personnes que vous avez citées sont bien évidemment font partie dans l'esprit et dans le cahier des charges de ce qui est possible. Donc, ça, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait construire un consortium avec ces membres-là, mais il faudra bien un porteur de projet. Et ce porteur de projet, donc il y a une liste qui est définie, hein, que je n'ai pas sous les yeux là, mais qui est très claire sur les natures juridiques, donc administration déconcentrée, collectivité, association, etc. Donc ça, c'est ceux qui recevront les fonds dans le cas où ils sont ERA et qui peuvent être porteurs de projet. Voilà, vous voyez la slide à l'écran. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Ok. Voilà. Et du coup, je vais en profiter pour. J'espère que ça a répondu à votre question. Et je vais juste finir voilà, il est pile poil le temps de clôturer, mais je voulais juste finir avec les questions du chat. J'ai bien vu donc la question sur les crédits de recherche ERC. On est en train de la traiter. Hein, c'est une question qu'on a vue sur la FAQ. On est en train de la traiter avec le service juridique. Donc ça, voilà, j'espère qu'on pourra vous apporter une réponse voilà, d'ici demain ou après-demain. Mais c'est un point qu'on est en train de creuser sur même question tout à l'heure sur les financements européens. Donc, on mettra la réponse dans la FAQ sur achat public. Sur la partie subvention, effectivement, donc c'est 2 millions d'euros minimum sur 5 ans. Il n'y a pas de plafond qui a été défini. De toute façon, si vous avez des cofinancements numéraires ou en nature à apporter, voilà, et ce sera évidemment aussi aux membres du jury de définir ce qui est cohérent et ce qui semble soutenable et faisable, mais pas de plancher en tout cas défini dans le cahier des charges ou le dossier de candidature. Et ensuite, je voyais une question sur la dernière, sur les partenaires stratégiques qui seront plutôt sous-traitants informatiques. Faut-il les déclarer à quel moment? Alors, en fait, à partir du moment où si vous êtes lauréat, à partir du moment où vous allez donner 1 euro de subvention PIA à quelqu'un, il faudra un accord de consortium. Donc, il faudra de toute façon avoir un accord entre vous et ces partenaires-là dès le moment où vous signez une convention avec nous. En fait, dans la convention avec nous, il sera précisé que vous avez un délai pour signer un accord de consortium avec les partenaires avec lesquels vous allez verser des fonds. Ça, c'est une obligation dans tous les PIA pour que nous, on puisse suivre l'utilisation des fonds. Donc, ça sera, voilà, a priori, l'idée, c'est quand même dans le dossier de candidature de donner une vision la plus complète possible au jury. Donc, évidemment, si vous le savez dès maintenant, il faut mettre en place les schémas juridiques et les schémas organisationnels qui seront cohérents avec ces sous-traitants. Voilà. Et je vois une toute dernière question, et après je pense qu'on pourra finir, mais pouvez-vous juste préciser la limite des 30 pages du dossier? Je pense que je ne sais pas où est la question, mais en tout cas, c'est la limite des 30 pages. Après, vous pouvez mettre des annexes, mais voilà, l'idée, c'est quand même de se dire, pensez aux membres du jury qui vont avoir les dossiers à lire, et donc l'idée, c'est on met toujours une limite pour éviter d'avoir des dossiers de 100 pages, et que de toute façon, qui ne seront pas lus dans les meilleures conditions par nos membres du jury experts indépendants. Donc voilà, qui sont mobilisés sur le dossier. Parce que voilà, on enlève. Non, l'idée c'est vous devez garder la forme hein, sur ça. Pardon, je réponds juste Rose. Après, je laisse la parole, mais vous devez garder la forme, le dossier de candidature. Vous pouvez pas toucher ou réduire ou voilà. L'idée c'est pas de nous mettez pas un dossier écrit en tout petit pour avoir plus de 30 pages. L'idée c'est de faire un travail de synthèse pour que le jury puisse lire les mêmes dossiers. Je sais que voilà, ça peut paraître. Vous avez des annexes, donc vous pouvez mettre des points en annexe, mais le gros du dossier doit faire 30 pages. Voilà. Et sur ce. Je vais, oui, vous pouvez enlever les consignes et je vais laisser la parole à Rose du coup pour clôturer. C'était juste pour conclure. Merci à tous. Je vous remercie pour votre participation. Encore une fois, le webinaire sera disponible en replay en vidéo. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à partir du support et sinon toujours sur achat public pour vos questions. On y répond le plus vite possible, même si les questions sont de plus en plus nombreuses à l'approche de la date de la première levée des candidatures. Voilà. Merci encore à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.